Et maintenant, l'invité de la matinale, ancien secrétaire général de l'Élysée, ancien ministre des Affaires étrangères, il publie avec l'anthropologue Maurice Godelier « Après l'Occident ?» point d'interrogation chez Perrin Robert Laffont. Hubert Védrine, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Pensez-vous qu'il va y avoir un début de négociation entre l'Iran et les États-Unis et que le prix de cette négociation, ce sera les dizaines de milliers de morts de la répression du mois de janvier? Trump ne voit pas les choses comme ça. Au point où il en est, soit il obtient vraiment un engagement plus ou moins fiable des Iraniens sur l'arrêt du programme nucléaire militaire. Il faut vraiment que ce soit sérieux. Avec la mise en scène de Trump, il peut dire que c'est le plus grand succès diplomatique de tous les temps, blablabla, etc. Mais si c'est pas le cas, il est obligé de frapper quelque chose. Mais je ne crois pas qu'il puisse aller jusqu'à l'engagement dans le changement de régime, contrairement à ce que souhaite Netanyahou. Parce que la base MAGA commence à renâcler. Et Trump est maintenant d'autant plus agressif qu'il est sur la défensive. Il y a énormément d'ennuis, de difficultés. Donc, s'il n'a pas un vrai résultat spectaculaire, convaincant sur le nucléaire, il doit faire quelque chose. Je ne crois pas qu'il va se lancer dans une opération au Venezuela. Il ne va pas enlever le guide. Renverser le régime, c'est pas évident. Ce serait une gigantesque guerre civile avec les passes d'Aran, même si les passes d'Aran est éclaté en deux tendances. Et les partenaires arabes, qui pour Trump sont beaucoup plus importants que les alliés européens, ne veulent pas du chaos, ne veulent pas vraiment de la chute du régime, craignent, il ne le dit jamais, une sorte d'Iran émergent, qui apparaîtrait au bout de quelques années après la chute du régime, et le fait qu'il y ait un régime dégoûtant, répugnant, sanguinaire, mais encore là et affaibli, les arrange plutôt autour. Donc dans toutes ces contraintes, je reviens à ce que j'ai dit, soit il a un succès présenté comme formidable, soit il frappe quelque chose ponctuellement, qui n'a aucun rapport avec ce que demandent tous les manifestants, dont 10 000, 20 000, 30 000 se sont fait tuer, là, vous voyez. Si la négociation a lieu, Trump... Ça dépend que de lui, en fait. Oui. Si la négociation a lieu, Hubert Védrine, est-ce que Trump pourra se glorifier d'avoir pacifié le Moyen-Orient avec le concours d'Israël? C'est pas tellement son langage, mais s'il y arrive, il dira, en effet, on a rendu ce régime... Mais il n'est pas complètement aligné sur la rhétorique israélienne, hein. Il est différent de beaucoup d'autres présidents américains. Il n'a pas d'affect sur le sujet. Il veut pouvoir se glorifier, toujours le Nobel, hein, d'avoir en effet pacifié, mais il veut surtout relancer les accords d'Abraham, donc engager l'Arabie, qui est quand même réticente là-dedans, et qui ne peut pas y aller s'il n'y a pas un minimum pour les Palestiniens, d'où le petit comité technique de Palestiniens dans le cadre de cette espèce d'ubuesque Conseil mondial de la paix, là. Donc c'est ça son jeu, ça. Mais il n'y a pas la rhétorique qui était celle de Bush fils. Dans tous les cas, il est quand même très très habile à présenter n'importe quel résultat comme un succès géant. Ça va dépendre de lui, voilà. Il ne va pas s'engager dans la guerre totale, hein. Ouais. Je ne crois pas. Mais il a quand même stationné une armada dans le golfe Persique. Est-ce qu'il ne va pas être tenté de s'en servir? Non, il va dire c'est grâce à ça que j'ai obtenu un résultat sans précédent dans les négociations. Il ne va pas déclencher la guerre générale. En tout cas, ses alliés sont complètement contre. Ils ont peur des représailles iraniennes sur eux. Et ils ont peur du chaos général. Donc là, ça se réduit à pas tellement de choix, en fait. Hubert Védrine, puisqu'on parle de dénucléarisation de l'Iran, les accords New Start s'arrêtent aujourd'hui. Est-ce que on va repartir dans une course aux armements? C'est déjà le cas, hein. Mais c'est un autre élément du ratage tragique de la relation avec la Russie après la fin de l'URSS, ce que disaient tous les vieux crabes réalistes. Les Kissinger, Brzezinski, Mearsheimer, Graham Allison, Kennan. Donc maintenant, encore Graham Allison et Jeffrey Sachs qui disent l'Amérique a complètement raté la relation avec la Russie après. Alors il y a un débat historique, les gens disent, bon, Poutine était de toute façon intrinsèquement dangereux, mauvais, déterminé à attaquer. Mais on ne dit jamais que la Russie a raté son rapport avec l'Occident. Si, bien sûr. Non, si, tout le temps. On ne le dit jamais. Si, la Russie mais c'est toujours le rapport du fort au faible, mais non. Poutine a été d'une mauvaise foi incroyable ces 30 dernières années. C'est pas ce dont je disais pas l'inverse. Hein. Ouais. Non, je dis qu'il y a une école américaine avant Trump qui considère que si l'Amérique avait géré de façon réaliste, intelligente et rusée, la relation avec la Russie, l'engrenage aurait pu ne pas avoir lieu. Mais on ne peut pas le démontrer, naturellement. C'était l'idée de François Mitterrand? Il y avait cette idée-là. Alors Mitterrand avait l'idée, qui correspond à Kissinger après, de regrouper tout ça
dans une confédération. La maison commune européenne, c'était ça? Non, ça c'est les Russes. Ça. Non, c'était la Confédération. Pas du tout par amour des Russes, mais parce qu'ils sont toujours à côté et qu'on est obligé d'avoir une relation. Et tant qu'à faire, il faut qu'ils soient intégrés dans quelque chose. Ça, c'était l'idée de Kissinger qui complétait. Mais je voulais simplement dire qu'il y a une école réaliste de ce type avant Trump, qui n'est pas simplement du cynisme, ou le fait d'être tenu par Poutine sur on ne sait pas quoi. Bon, de toute façon, on est bloqué, là, ça n'avance pas là-dessus. On parle du conflit de la Russie avec l'Ukraine. Le président Zelensky s'est exprimé hier. Que nous dit-il? Il n'arrête pas de le répéter, mais la répétition est une pédagogie. L'Europe sera tôt ou tard envahie par la Russie si vous ne soutenez pas l'Ukraine et si Donald Trump n'est pas plus ferme dans sa négociation avec Poutine. Est-ce que vous prenez cet avertissement du président Zelensky au sérieux? C'est pas mon analyse, mais je ne peux pas le démontrer et je le trouve courageux et je ne veux pas dire le contraire de lui. Dans l'immédiat, le Poutine qui a présenté comme voulant envahir l'Europe, il n'arrive même pas, au bout de 4 ans de guerre et des centaines de milliers de morts en Russie, à conquérir l'ensemble du Donbass. Donc l'élément sérieux, si vous enlevez la première phrase, tout le reste est tout à fait sérieux dans ce qu'il dit et valable. La discussion qui a lieu directement ou indirectement, c'est est-ce que Zelensky lâche à la Russie, pas dans un traité, mais de facto, l'ensemble du Donbass, y compris une zone du Donbass que l'armée russe n'a pas réussi à conquérir. Alors il veut pas, pour le moment. Est-ce qu'il veut pas parce qu'il veut pas et que de toute façon, l'Ukraine sera toujours contre, auquel cas la guerre continue, bien sûr. Ou est-ce qu'il attend de voir quelle est la garantie que les Américains donneraient à la coalition des volontaires, qui était organisée très vaillamment depuis quelques mois par le président Macron et le Premier ministre anglais, qui disent on est disponible pour s'il y a un cessez-le-feu, si la Russie l'accepte, à condition qu'il y ait une garantie américaine. Laquelle? Donc la discussion dans les prochaines semaines, quelles que soient les déclarations de tous les jours, parce qu'il faut gérer des opinions légitimement inquiètes, c'est ça les déclarations, c'est là-dessus. Quel est le sort de la petite zone du Donbass qui n'est pas sous contrôle de l'armée russe? Est-ce que l'Ukraine peut la lâcher ou non, de facto, ou pas? Enfin, on verra. Et est-ce qu'il y a une garantie possible des États-Unis par rapport à la coalition des volontaires prêts à donner une garantie? C'est la même chose depuis des mois, mais ça n'a pas bougé, là. Hubert Védrine, rien n'a changé. Je veux dire, rien n'a changé. Non, mais par rapport, je sais pas, moi, au traité de Versailles, il y a le Donbass, il y a des cartes, on s'échange les territoires, et les gens qui habitent dans ces populations qui sont russophones, elles ont envie de rejoindre la Russie? Dans l'histoire du monde, il y a des éléments fondamentaux toujours les mêmes. On peut relire Thucydide, on peut lire La guerre des Gaules de César, qui est remplie de mensonges, d'ailleurs de fake news, à propos des Gaulois, enfin bon, c'est comme ça. En disant ça, rien n'a changé, mais tout a changé en même temps. Donc l'analyse, c'est de séparer les deux. Qu'est-ce qui est complètement différent, par exemple? Mais est-ce que le désir des populations compte dans ces discussions? J'ai pas l'impression. Ça dépend du degré de dépendance ou de lien des dirigeants avec la population. Ouais. Mais même dans les populations, les régimes despotiques, il y a quand même une opinion, même en Chine, sur l'Internet chinois. C'est très libre. Donc il n'y a pas aucun lien. L'Internet chinois est très libre? Si on ne met pas en cause le pouvoir. Oui, voilà. Ça fait une grosse réserve. Non, mais c'est bourré de choses. Oui. Il paraît que les spécialistes qui lisent ça, moi je ne lis pas le chinois, vous non plus, mais il paraît que c'est incroyablement vif et intéressant sur la vie quotidienne des Chinois. Bon, bref, ce qui est quand même complètement changé, c'est que Trump nous a ramené, les Européens ont beaucoup de mal à comprendre ça, à l'Amérique du 19e, qui est un pays puissant, agressif, hégémonique, unilatéraliste, et qui se fiche totalement de l'Europe par ailleurs. Donc on est avant Roosevelt, je parle du 19e. Oui, sur le continent américain et sud-américain. Oui, puis même au-delà, donc ils ne sont pas du tout isolationnistes, ils sont unilatéralistes. Alors on a eu du mal parce que nous on a été formatés il y a 3-4 générations de gens qui ont vécu dans le monde de Roosevelt, Churchill, l'Alliance Atlantique, Ça va jusqu'à Biden. Non, parce que vous disiez tout à l'heure, rien ne change finalement, et les populations souffrent. D'accord, historiquement, si on est sur un satellite au-dessus. Mais il y a des changements à certains moments considérables. Hubert Védrine... D'où la question de l'Occident. Alors justement, on va y venir dans un instant. Mais vous imaginez une paix russo-ukrainienne en 2026 ? Alors, je ne vois pas d'accord, en fait, de vrais accords signés. Parce que le désaccord est trop grand. L'attitude des Russes
tous les russophones hors Russie est fondamental, avant même Poutine. Hein. Yeltsin était comme ça déjà. Bon, je vois pas l'accord sur quoi il porterait, sauf s'il y avait une relance par Trump de la relation bilatérale économique et que ça présente un avantage gigantesque pour la Russie. On n'en est pas là. Un arrêt des combats, oui, on peut l'imaginer. Arrêt des combats, cesser le feu, et peut-être un système de garantie. J'ose pas m'aventurer au-delà parce que je vois pas comment ils se mettraient d'accord au fond, vu l'Ukraine nouvelle que l'agression de Poutine a créée et vu ce qu'est Poutine. On n'a pas du tout parlé de l'Europe depuis qu'on a commencé à discuter, même si le sujet est omniprésent. Vous publiez Après l'Occident, collection Bascule chez Perrin Robert Laffont avec l'anthropologue Maurice Godelier. Et vous posez la question après l'Occident. Je vous la repose. Qu'est-ce qu'il y a après l'Occident et quelle peut être la place de l'Europe qui reprendrait le flambeau de cet Occident qui était composé autrefois par les États-Unis et puis par l'Europe, et puis un écheveau de valeurs et d'accords et d'universalisme. Le point de départ de l'entretien entre Godelier et moi, c'est lui qui est venu me voir, j'en étais ravi parce que je l'avais lu mais je ne connaissais pas, c'est de dire j'ai vu sur le terrain que l'Occident ne peut plus imposer ses valeurs. Et moi j'ai constaté dans ma vie, puisque j'ai vécu dans le monde réel par rapport à ça. Donc on discute. Et on arrive à l'idée que veut devenir l'Occident. Or l'Occident est prosélyte depuis l'origine, depuis la chrétienté, puis la suite, la colonisation. Prosélyte, aller évangéliser toutes les nations, aller droit de l'homiser tout le monde. Ça c'est l'Occident. Enfin, et comme ça ne fonctionne plus, en fait, on y arrive, les autres ne veulent plus, puis on n'a plus les moyens, il faudrait que l'Europe se métamorphose, se redresse complètement, qu'on travaille 10 fois plus, bon, toutes sortes de conditions impossibles à réunir. On se dit quelle est l'évolution de l'Occident. Alors déjà, depuis longtemps, moi je disais, Europe et États-Unis, ce sont des cousins issus de germains, donc c'est pas très étroit, sauf qu'on était réunis par la menace d'Hitler, puis de Staline. D'où le issu de germain. Voilà, non avant, issu de germain, mais on est un peu regroupés à un moment donné. Est-ce que ça va durer ? On arrive à l'idée, Maurice Godelier et moi, qu'il peut y avoir soit un Occident trumpisé. Trump réussit à imposer sa vision, parce qu'après tout, il y a beaucoup de gens, non pas la majorité, mais de gens qui pensent en Europe comme Vance que l'Europe est menacée si elle n'arrive pas à contrôler l'immigration de masse et le wokisme. Donc une Europe un peu conservatrice, ou ultra-conservatrice, ou d'ultra-droite. Trumpisé, en tout cas. Voilà, ouais. Il y a un mélange, trumpisé. Ou alors l'inverse. L'Europe qui dit, il y en a marre, on avait demandé la protection américaine, non seulement elle est plus fiable, mais elle devient toxique, donc nous reprenons le flambeau, mais ça suppose une sorte de révolution des mentalités, du travail, une métamorphose de l'Europe. L'Europe qui serait le Danemark du monde, avec des valeurs positives, de l'écologie, une oasis. Des valeurs, sauf que les autres, je reste, le Sud, ils voudraient vivre comme nous, mais pas sous notre coupe. Donc on tombe sur le nœud dont on parle dans l'entretien. Est-ce qu'on peut imaginer une Europe redressée, offensive, optimiste, rayonnante par son exemple, mais pas prosélyte, qui ne bombarde pas le reste du monde de sanctions ou d'ingérence? On arrête de donner des leçons, c'est ça que vous dites? Plus que ça, parce qu'on ne donne pas que des leçons, on sanctionne, pose des conditions. Donc voilà. Puis il y a le scénario où il n'y a plus d'Occident géopolitique. L'Amérique vit sa vie et nous notre vie. On évoque tout ça, mais on ne veut pas conclure, c'est pas un programme politique. Il y a le scénario des toutes petites nations éclatées. Oui, la désunion. Vous imaginez la désunion de l'Europe ou pas? C'est possible. Même en Allemagne, il y a des personnes, des politiques, qui commencent à dire c'est pas sûr qu'il y ait un système européen dans 10 ans. Avec un retour du Deutschmark? Ils vont pas jusque-là parce qu'ils ont beaucoup profité de l'euro quand même, par rapport à ça. Donc tout est possible. C'est très ouvert et nous, on veut, Maurice Godelier et moi, alimenter cette réflexion.